Je transmets mes salutations fraternelles et militantes à tous les panafricanistes et à tous les résistants africains, qu'ils soient originaires de la Côte d'Ivoire, du Congo, du Sénégal ou des autres pays. Il y a 54 États aujourd'hui admis au sein de l'Union africaine. Il y a des membres associés comme Haïti, et c'est le lieu de nous féliciter de l'adhésion d'Haïti en tant que membre associé à la communauté des nations africaines, qu'est l'Union africaine. Et le moment est venu de faire une véritable introspection. Ce qui caractérise un être humain qui jouit de toutes ses facultés intellectuelles, de toutes ses facultés mentales, de toutes ses facultés morales, etc., c'est l'estime de soi. L'estime de soi entraîne la confiance en soi. Et la confiance en soi, à son tour, permet de s'affirmer. Donc rend possible l'affirmation de soi. C'est tout cela que nous avons perdu depuis la nuit des temps. C'est-à-dire depuis que l'humanité a émergé sur le continent africain. Comme chacun le sait, tous les paléontologues, tous les généticiens, tous les archéologues s'accordent aujourd'hui pour dire que l'Afrique a fait don à l'homme de l'homme lui-même. C'est le don le plus précieux qu'on puisse concevoir. Mais l'Afrique n'a pas seulement, durant les périodes les plus reculées de la préhistoire, été, pour ainsi dire, le berceau de l'homme anatomiquement moderne que nous sommes tous, quelles que soient les variétés biologiques que nous observons, suite aux adaptations justement au paléo-environnement de cette espèce humaine unique. L'Afrique est également le lieu où les civilisations les plus anciennes, les plus brillantes, les plus accomplies de l'Antiquité ont émergé. Ce fut le cas de la civilisation dite égypto-nubienne à notre époque, qui présente un cycle d'apogée de pratiquement 5 millénaires. Ne parlons pas des autres civilisations post-pharaoniques. J'évoquerai rapidement ici l'empire de Ouagadougou, donc le Ghana des chroniqueurs arabo-berbères. J'évoquerai ici l'empire Mandé, l'empire du Mali. Je parlerai ici de l'empire Songhai. Je parlerai du Kanem-Bornou, mais aussi de la civilisation d'Ile-Ife, de la civilisation Ashanti, de toutes les civilisations de l'Afrique centrale, l'ancien royaume du Congo, le royaume Luba, tous les royaumes, le royaume Teke, tous ces royaumes, et puis l'Afrique australe également, comme vous le savez, c'est-à-dire la civilisation de Zimbabwe, la civilisation Zoulou, et toutes ces civilisations. Donc pendant des millénaires, l'homme noir a apporté au reste de l'humanité, c'est-à-dire à la famille humaine tout entière, les éléments de civilisation qui ont été au fondement même de notre modernité. C'est le cas des sciences et des techniques en général, mais également de la religion, de l'architecture, et aussi du droit, etc., etc. Un homme nous a permis à l'Afrique de restaurer sa conscience historique et en même temps d'amorcer le processus de réconciliation de l'humanité avec elle-même. Cet homme, c'est l'éminent savant Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop est assurément un des plus grands savants de tous les temps. Comme vous le savez, le professeur Diop, dès les années 1945, a amorcé son projet de réécriture de l'histoire de l'humanité du point de vue du paradigme proprement africain. Ce projet a donné naissance à des œuvres majeures, et on cite habituellement Nations, nègres et cultures, dont le titre entier est Nations, nègres et cultures
de l'antiquité nègre égyptienne au problème culturel de l'Afrique noire d'aujourd'hui. Donc ce n'est pas une vision passéiste qu'il y a dans ce livre, c'est une vision, une prospective, une anticipation sur les défis du futur. Et on sait également qu'il a rédigé Antériorité des civilisations nègres, mythes ou vérités historiques, c'était en 1967, pour faire le point de toutes les critiques que son œuvre pionnière avait suscitées. Et puis, il a également écrit l'unité culturelle de l'Afrique noire, qui est une partie de sa thèse secondaire, n'est-ce pas? Ainsi que l'Afrique noire précoloniale et tous les autres ouvrages que vous connaissez, dont l'ouvrage extrêmement concis, dense et très riche, que constitue, dès 1960, les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire. Dans cet ouvrage, Cheikh Anta Diop, sur la base de la conscience historique africaine restaurée, sur la base des connaissances géostratégiques de l'époque, sur la base de tout ce qui concerne l'énergie, et le défi de l'industrialisation de l'Afrique noire, etc., où le bassin du Congo joue justement un rôle central. Et Cheikh Anta Diop a élaboré une vision panafricaine, une pensée panafricaine dont l'actualité est plus que jamais, n'est-ce pas, prégnante. Et il s'agit, pour Cheikh Anta Diop, de considérer tous les faciès culturels régionaux de l'Afrique. Qu'il s'agisse de l'Afrique australe, dont le pôle fédérateur régional se trouve être l'Afrique du Sud, qu'il s'agisse de l'Afrique centrale, dont le pôle fédérateur régional se trouve être la RDC, qu'il s'agisse de l'Afrique occidentale, qui a pour pôle fédérateur régional le Nigeria, qu'il s'agisse de l'Afrique orientale, dont le pôle fédérateur régional est l'Éthiopie, qu'il s'agisse du Soudan et du reste du Maghreb, qu'on classe abusivement dans le monde dit arabe, alors que la population autochtone était manifestement africaine. Le Sahara étant lui-même un espace verdoyant jusqu'à moins 7000. La paléoclimatologie nous permet de dire que le dessèchement du Sahara est relativement tardif à l'échelle de la chronologie longue. Par conséquent, toute l'Afrique appartient aux habitants autochtones du continent africain, ceux que nous appelons les Kémites. Les Kémites, ce ne sont pas seulement des gens qui ont en partage une couleur de peau, une pigmentation noire. Les Kémites, ce sont des gens qui se reconnaissent dans une communauté de valeurs, dans une communauté d'origine et de destin, mais essentiellement dans une communauté de valeurs. Si donc nous admettons que l'Afrique est le berceau de l'humanité telle qu'on la voit aujourd'hui, on doit également admettre que tous les Africains ont également la même origine que les autres variétés de l'espèce humaine. C'est donc en vertu de cette communauté d'origine, qui est matérialisée aujourd'hui par tous les artefacts, par toutes les cultures matérielles, par toutes les peintures rupestres, par tout ce qui jalonne du paléolithique supérieur jusqu'à la fin des dynasties autochtones égypto-nubiennes, le parcours de l'homme moderne dans sa quête de civilisation, dans sa conquête de la civilisation, eh bien, on doit reconnaître également que Cheikh Anta Diop a eu raison de défendre la thèse de l'unité culturelle de l'Afrique noire. Les raisons pour lesquelles les Africains se divisent aujourd'hui sont de trois ordres. Il y a d'abord les divisions sur des bases ethniques, donc ce qu'on peut appeler le micro-tribalisme, qui est extrêmement fort et sur lequel, précisément, les puissances occidentales ont beau jeu de jouer afin d'affaiblir les Africains. Il y a aussi ce qu'on appelle le micro-nationalisme, le fait de se réclamer d'entités politiques plus ou moins consistantes, issues de ce que j'appellerais le partage colonial de Berlin, sous l'égide du chancelier allemand de l'époque, Bismarck. C'était en 1884-1885. Quelles sont les valeurs dont parle Cheikh Anta Diop qui vont précisément donner naissance à l'État fédéral d'Afrique noire, l'État fédéral africain, ce que d'autres appellent, depuis Marcus Garvey,
depuis Kwame Nkrumah, depuis Padmore, les États-Unis d'Afrique. Ces valeurs sont d'abord des valeurs humanistes. C'est-à-dire que partout où l'homme existe, il faut savoir qu'il doit être guidé par la nécessité de préserver la vie. La nécessité, non seulement de préserver la vie, mais de préserver l'équilibre entre l'homme qui vit et la nature. Donc ce que l'Africain recherche, avant tout, c'est d'abord un équilibre avec lui-même, être en harmonie avec soi-même. Un être qui n'est pas en harmonie avec lui-même est un être déséquilibré. Ensuite, il faut être en harmonie avec la nature, c'est-à-dire avec l'ensemble des éléments. Il y a ce qu'on appelle la nature naturante et la nature naturelle. Mais nous parlons de la nature globalement, c'est-à-dire le monde animal, le monde végétal, le monde minéral. Mais il faut être également en harmonie avec l'ensemble des forces cosmiques, au nombre desquelles nous comptons les Nétérous. Dans la langue de l'Égypte pharaonique, les Nétérous sont précisément les manifestations cosmiques du Dieu unique qu'est le Dieu Amon. Ces valeurs nous amènent à respecter également les femmes. C'est la raison pour laquelle c'est dans le monde méridional qu'il y a eu toutes les reines et les femmes avec leur promotion sociale. Il est regrettable aujourd'hui que l'Afrique présente le visage d'un continent où les femmes sont déshumanisées et avilies. Parce que l'Afrique a renoncé à ses valeurs pérennes. Et la reine Hatshepsut, on la connaît, la reine de Saba, on connaît toutes ces reines. On connaît toutes les femmes qui ont régné au Congo. On connaît la reine Zinga, on connaît tout cela. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une seule femme présidente en Afrique. C'est au Libéria. Donc ça veut dire que la promotion de la femme a cessé d'être partie intégrante de notre projet de civilisation. Et cela veut dire également qu'il faut respecter les aînés. Non pas parce qu'ils sont des aînés, mais parce qu'ils incarnent une somme d'expérience dont nous avons besoin sur le chemin de l'adversité que la vie nous présente. C'est ce qu'on appelle les défis et la lutte. Il faut également respecter la jeunesse, parce que c'est elle qui va permettre au continent d'avancer. C'est la raison pour laquelle nous disons aujourd'hui que tous nos problèmes viennent de ce que nous sommes en porte-à-faux avec les valeurs que portait le continent africain. Ces valeurs que le continent africain a transmises à la Méditerranée septentrionale et à la Méditerranée orientale. Donc, ce que je veux dire précisément, c'est que si nous voulons que l'œuvre du professeur Cheikh Anta Diop, parce que nous sommes aujourd'hui le 7 février 2012, donc il y a 26 ans, jour pour jour, le vendredi 7 février 1986, disparaissait à Dakar le professeur Cheikh Anta Diop à son domicile de Fann. Donc, si nous voulons poursuivre son œuvre, si nous voulons continuer sur le chemin qu'il a tracé en tant que suivant d'Osiris, nous sommes donc obligés aussi de tenir compte de la stratégie avec laquelle nous allons nous maintenir et nous organiser. Ceux qui ont le plus contribué justement au développement de la pensée de Cheikh Anta Diop, ce sont les Africains américains. C'est-à-dire les Africains déportés et leurs descendants, les Afro-descendants américains. Ils l'ont reçu, comme vous le savez, en 1985. Ils l'ont présenté au monde entier. Et depuis, son œuvre a une dimension planétaire incontestable. Et c'est cette culture du lobbying et de la résistance qui nous manque le plus, ici en France. La France, c'est le pays qui s'autoproclame, partout dans le concert des nations, dans tous les cénacles, la patrie des droits de l'homme et la fille aînée de l'Église. Mais si on devait faire un bilan des rapports de la France avec l'homme noir, partout où elle a eu à rencontrer l'homme noir, que ce soit dans la Caraïbe, que ce soit sur le continent original même de l'homme noir, ou un peu partout, on peut dire que c'est un déni de justice, un déni d'humanité. Et c'est la raison pour laquelle, en France, il y a des paradoxes.
Il y a d'abord le paradoxe d'un pays qui se veut assimilationniste, contrairement, par exemple, à la Grande-Bretagne, qui n'en est pas moins une puissance coloniale, n'est-ce pas? Donc, la France veut l'assimilation, c'est-à-dire veut faire des Noirs qu'elle a colonisés, après les avoir rendus esclaves, n'est-ce pas? Elle veut en faire des citoyens français. Mais en même temps, il y a une négrophobie institutionnalisée qui empêche ces citoyens de donner leur pleine mesure. C'est la raison pour laquelle il n'y a qu'un seul député en France métropolitaine pour représenter tous les Noirs. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de maire ici. Le premier maire, c'était effectivement Raphaël Élysée, un Antillais, il y a très longtemps. C'était juste au moment de la guerre, n'est-ce pas, en France. Mais depuis, il n'y a même pas eu de maire. Bien sûr, il y a des maires dans des petites régions périphériques comme Saint-Couli, notamment Kofi-Nianam. Mais on n'a pas de représentativité. C'est la raison pour laquelle il faut saluer. Parce que toutes les organisations qui ont existé auparavant, depuis la Ligue de la défense de la race nègre, de Tiemoko Garan Kouyaté, Lamine Senghor, Tuvalu Kenom, depuis ce mouvement-là, jusqu'à la péripétie récente du camp, qui appartient désormais au passé, n'est-ce pas? Il n'y a pas eu de culture du lobbying. Tout le monde a peur du mot lobby. Mais en fait, le lobby, c'est quoi? Je le définis brièvement. C'est un espace communautaire d'entraide, de solidarité et de partage pour se prendre en charge. Au lieu de mendier et de déléguer son propre droit à l'existence, son droit à connaître son histoire, son droit à produire ses richesses, etc., il vaut mieux se prendre en charge. Donc toutes les sociétés modernes ont fonctionné sur la base du lobbying. C'est la raison pour laquelle, en tant que panafricanistes et disciples de Cheikh Anta Diop, nous ne sommes pas choqués par la naissance du mouvement des Africains français. Aux États-Unis, on parle de African American. En France, on parle des Africains français. La personnalité de la présidente de ce mouvement, notre sœur Calixte Beyala, a pu focaliser un certain nombre de critiques et de réserves. Mais il faut savoir que son parcours plaide largement pour elle. Elle a d'abord été à la base du collectif de l'égalité, qui était d'abord une structure de lobbying avant l'heure, qui a permis également au niveau du paysage audiovisuel ou dans d'autres cercles d'avoir une visibilité qui soit conforme à la population réelle de la France. Elle a ensuite mené un combat, qui est un combat au sein de la société civile en tant qu'écrivaine. Et c'est là où elle s'est heurtée aux préjugés, notamment dans le Cénacle des Immortels qu'est l'Académie française. Parce qu'on a mis Senghor à l'Académie française, mais on n'a jamais tenu compte de la culture africaine réellement. Vous savez. Et c'est la raison pour laquelle un grand poète comme Aimé Césaire, on le range dans les littératures francophones de la Caraïbe, pas dans les littératures françaises. Il faut bien le savoir. Hein? Victor Hugo est dans la littérature française, mais pas Aimé Césaire. Alors qu'on prétend que Aimé Césaire est citoyen français. Voilà encore cette duplicité que nous avions eu à souligner dans le passé. Donc Calixte Beyala a mené un combat frontal avec les éminents représentants de l'Académie française, notamment le secrétaire perpétuel Maurice Druon, dans des échanges épistolaires qui font date. Mais aujourd'hui, le MAF, ce qui nous intéresse, c'est le projet dont il est porteur. Nous partons du principe qu'il y a au moins 10 millions de Noirs en France. On dit que les statistiques ethniques sont interdites en France, mais le fichage ethnique, lui, ne l'est pas. C'est ainsi que les institutions de la justice, de la police, etc., ont quantifié le nombre de personnes d'origine africaine en France. Et nous savons qu'il y a au moins 10 millions. Donc la variable du nombre est un facteur essentiel dans les luttes stratégiques. C'est la raison pour laquelle, bien que nous soyons 10 millions, nous ne pesons pas autant que des communautés qui n'ont que 2 millions de personnes, ou 1 500 000. Et je prends un exemple. Hier, au dîner du CRIF, il y avait toute la France politique, toute la France des affaires.
Mais quand il s'agit des Africains, personne ne vient. Parce que les Africains ne fonctionnent pas en synergie à partir des mêmes valeurs. Et donc, comme nous n'avons pas de communauté de valeurs, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons de l'autodestruction. C'est-à-dire nous passons notre temps à nous tromper de combats, de stratégies et d'ennemis. C'est la raison pour laquelle certains pensent aujourd'hui que le projet du MAF est un projet qui n'est pas intéressant pour eux. Parce qu'ils se considèrent comme n'étant pas des Français. D'autres pensent que le projet n'est pas intéressant parce qu'ils sont Français et qu'ils préfèrent fonctionner dans les partis politiques traditionnels, etc. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, et je vais donc décliner quelques axes des objectifs principaux du MAF. Le premier objectif du MAF, considéré comme lobbying, c'est précisément de peser dans les cercles de décision politique. C'est-à-dire sur la base de la variable du nombre, sur la base de nos potentialités, parce qu'on sait qu'une élection se joue parfois à 700 000, voire 800 000 voix. Donc avec un tel potentiel, il n'est pas normal que nous n'ayons aucun poids sur la politique africaine de la France. Nous nous contentons de jérémiades, nous nous contentons d'invectives, mais nous ne nous organisons pas pour peser sur la politique africaine de la France. Et c'est la raison pour laquelle, politiquement, le MAF considère que le moment est venu de jouer sur cette variable du nombre pour pouvoir être des interlocuteurs valables face au pouvoir politique et aux institutions qui nous discriminent. Deuxièmement, il y a l'axe économique. Comme vous le savez, potentiellement, les Noirs sont les plus grands consommateurs de la France. Souvent, il s'agit de secteurs où c'est le prêt-à-porter de luxe. Hein? C'est ce qu'on appelle les boîtes de nuit. C'est tout ce qui est secondaire, n'est-ce pas? Mais les Noirs n'ont pas de fonds d'investissement. Ils n'ont pas de banque. Ils sont même pas capables d'avoir une structure équivalente à Western Union, par exemple, ou à MoneyGram, où ils puissent faire transiter leurs fonds pour pouvoir ensuite aider leurs parents là où ils se trouvent, que ce soit dans la Caraïbe ou en Afrique. Et c'est la raison pour laquelle, économiquement, il est temps qu'il y ait une classe d'entrepreneurs issus de notre communauté pour investir notre espace de consommation et pour pouvoir justement peser économiquement sur les choix de la France. Troisièmement, il y a la dimension culturelle. Et vous savez très bien que quand on parle de culture, certains disent que c'est la musique, c'est la danse, c'est le folklore, etc. La culture, c'est pas ça. La culture, c'est un ensemble de productions des hommes qui embrassent tous les domaines de l'activité humaine. Qu'il s'agisse de l'histoire et du patrimoine, de la culture au sens large, de la langue, c'est-à-dire la langue est également un patrimoine, des sciences, des arts, des beaux-arts, etc. Tout ça, c'est de la culture. Donc, nous n'avons pas vocation à réduire la culture africaine à un folklore. La folklorisation de la culture africaine participe du déficit d'image de l'homme noir. C'est la raison pour laquelle le MAF propose la création d'une maison de la culture africaine à Paris, qui serait un espace convivial où les Africains pourraient montrer leur production intellectuelle, défendre leur patrimoine historique, linguistique, etc., tout en enrichissant le patrimoine national. Enfin, il y a un autre aspect qui est l'axe diplomatique. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de Noirs au Brésil, il y a beaucoup de Noirs dans la Caraïbe, il y a beaucoup de Noirs un peu partout, vous voyez. Donc ces Noirs-là, si nous voulons qu'ils soient des acteurs en tant que communauté d'afro-descendants, hein, de la renaissance africaine chère à Cheikh Anta Diop et à Nkrumah et aux autres, mais il faut quelque part qu'on initie une action pour pouvoir entrer en synergie avec eux. Vous voyez, il est remarquable qu'il y a des barrières linguistiques qui empêchent les différentes variantes de la communauté africaine de fonctionner ensemble. Et puis, il faut dire aussi, c'est la dernière chose, que beaucoup d'Africains sont ici, sont bardés de diplômes, mais exercent des activités professionnelles indignes de leur diplôme.
Beaucoup sont des gardiens de nuit, alors qu'ils ont 3 doctorats. Ce sont des choses qui sont inadmissibles. C'est pour ça qu'il faut prendre aussi en charge la question de l'emploi dans la communauté. Pour toutes ces raisons, nous ne faisons donc pas partie de ceux qui critiquent le MAF et discréditent le MAF. Le MAF est un outil, un lobby puissant qui va transformer la nature des rapports de force. Et c'est pour cela que je me permets d'inviter toutes nos sœurs et tous nos frères qui se réclament du panafricanisme, qui se réclament de l'œuvre de Marcus Garvey, qui se réclament des idéaux portés par Kwame Nkrumah, par Cheikh Anta Diop, par Patrice Emery Lumumba, par Thomas Sankara, etc., de rejoindre le MAF et de participer massivement à la grande journée du MAF, au grand congrès du MAF, qui aura lieu le 14 avril, samedi 14 avril 2012, au Palais des Congrès. Plus nous serons nombreux, plus nous aurons la possibilité de peser sur le destin de l'Afrique. Ensuite, j'aborde maintenant la question des élections présidentielles. Il y a plusieurs manières d'agir lorsqu'on veut peser politiquement sur des choix électoraux décisifs. J'ai dit qu'il y avait 10 millions d'habitants noirs ici en France. Mais il faut dire que nous sommes au moins 4 millions à être en capacité de voter. Parce que beaucoup de Noirs ne sont pas encore sensibilisés à la nécessité d'aller s'inscrire sur les listes électorales. Et aujourd'hui, nous avons vécu une année 2011 extrêmement dramatique. Et c'est la première fois que nous avons vu que les considérations liées aux droits de l'homme sont passées au second plan. Et on n'a pas hésité à faire des coalitions de l'OTAN pour aller bombarder des pays. Donc, il y a eu le bombardement de la Côte d'Ivoire, il y a eu le bombardement de la Libye. Le président de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo, notre guide, n'est-ce pas, et celui qui a favorisé l'émergence du multipartisme et de la démocratie digne de ce nom en Côte d'Ivoire, celui qui a permis l'alternance, n'est-ce pas? Parce que Houphouët-Boigny est resté tout de même 30 ans au pouvoir, 3 décennies au pouvoir. Lorsqu'il est décédé en 1993, il faut dire que c'est Laurent Gbagbo qui avait créé les conditions même de l'expression libre, au sens politique du terme. Et donc, qu'un tel homme soit aujourd'hui à la CPI, embastillé à la haie, cela constitue un grand désaveu pour les Africains que nous sommes. Que le colonel Kadhafi, qui a été à la base, quelle que soit l'appréciation qu'on peut avoir par ailleurs sur certaines de ses actions, qui a été à la base de la création de l'Union africaine, qui a initié tant de projets technologiques innovants, qui a donné des moyens financiers à tant de groupes africains discriminés, que cet homme ait reçu une balle dans la tête et soit mort dans ces conditions, sans que quelque part la communauté africaine ne se soit spontanément soulevée, voilà qui en dit long sur notre démission. Mais il n'y a pas que la Libye et la Côte d'Ivoire. Il y a les 8 millions de morts qu'il y a eu en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est devenue l'épicentre de nos souffrances. Et depuis, on a tué, on n'a pas arrêté de tuer en République démocratique du Congo. Il y a plus d'1 200 000 morts au Soudan. Et nous avons la mémoire courte. Souvenons-nous du Rwanda. On parle de 800 000 morts, mais en fait, il y a eu plus d'1 million de morts au Rwanda. Donc, je pense que quand un continent et des hommes subissent de telles pertes, et qu'il n'y a pas un sursaut collectif, cela veut dire que notre situation est une situation de léthargie. On ne peut donc que féliciter les organisations de la résistance. Que ces organisations soient congolaises, ivoiriennes, etc. Mais nous nous empressons de dire que souvent, l'absence de vision politique, l'absence de stratégie politique, et pourquoi ne pas le dire, l'absence de culture politique, nous amène à faire des choix suicidaires. C'est ainsi que depuis plus d'une semaine, nous apprenons que certains prétendent que la communauté congolaise, la communauté ivoirienne s'apprête à soutenir Mme Marine Le Pen.
il faut savoir que les critères d'un choix, outre le fait que le vote est un acte individuel que chacun pose en fonction de ses intimes convictions, et la question du soutien à un candidat et à une candidate doit être déterminée par 3 critères. Le premier critère, c'est est-ce que ce candidat est en phase avec les valeurs que nous défendons? Le deuxième critère, est-ce que ce candidat a un programme dans lequel il prend en compte nos revendications, qu'il s'agisse de nos revendications catégorielles ou des revendications globales de la communauté? Le troisième critère, c'est est-ce que ce candidat en question tient compte de ce que nous représentons en tant que citoyens en France? S'agissant des valeurs, moi je pense que ceux qui ont soutenu le colonialisme, ceux qui ont dit que la fameuse loi qui veut que le colonialisme ait été positif, on a dit que ce sont les députés de droite, mais il ne vous a pas échappé que l'extrême droite, à l'époque, a soutenu également la fameuse loi de la colonisation positive. Quelle est la position de l'extrême droite sur la traite des Noirs? La position de l'extrême droite sur la traite des Noirs, c'est que peut-être que ce n'est pas un détail, comme l'avait dit Jean-Marie Le Pen, mais c'est une péripétie de l'histoire. C'est la position de l'extrême droite. Il n'est que de lire les documents. Donc ça veut dire que ceux-là même qui contredisent nos valeurs ne peuvent pas nous avoir comme compagnons pour les renforcer politiquement. Maintenant, j'en viens au programme. Je donne quelques éléments du programme parce qu'apparemment, je constate que ceux qui font du zèle sur Facebook en disant que la communauté congolaise soutient Marine Le Pen n'ont manifestement pas pris la précaution élémentaire de consulter le programme. Que dit le programme de Marine Le Pen? Le programme de Marine Le Pen dit qu'elle va mettre un terme au scandale que constitue la binationalité. Donc ceux qui sont ivoiriens et français, elle va les mettre devant un choix qu'elle va soumettre aux législateurs en leur demandant de renoncer unilatéralement à leur nationalité ivoirienne pour pouvoir être français. Dans le cas contraire, elle va les démettre de leur nationalité française. C'est ça qui figure noir sur blanc sur le programme. Deuxièmement, qu'est-ce que nous constatons? Dans le volet sur les relations avec l'Afrique et la coopération internationale, nous constatons que le Front National n'entend pas bouleverser l'état des équilibres et des rapports de la France et de l'Afrique. Donc c'est extrêmement cocasse de lire dans des vidéos des individus qui ne représentent qu'eux-mêmes, mais qui prétendent qu'ils représentent la communauté congolaise, dire que le vote pour Marine Le Pen est le seul antidote contre la France-Afrique. Marine Le Pen maintient tous les rouages essentiels de la France-Afrique. Je vais plus loin, elle dit même qu'il faut maintenir la présence des troupes là-bas. Il faut lire les choses. Il faut maintenir les équilibres entre nos partenaires africains et nous. Ça veut dire c'est le statu quo. Marine Le Pen fait une déclaration absolument sidérante, mais là c'est une déclaration qui ne figure pas dans son programme. Elle dit qu'elle voudrait remettre en cause le franc CFA. Mais qu'est-ce qu'elle dit dans le même temps? Elle dit que dans le même temps, elle veut que la France sorte de l'euro et revienne au franc français. Comment donc concilier les deux déclarations? Puisqu'on sait très bien que c'est le franc CFA qui soutient le trésor français. Donc si vous revenez sur le franc, il n'est que de poser la question aux spécialistes que sont Yves Ekwe Amaïzo ou Nicolas Arbou. Hein? Donc un franc, la restauration de la zone franc, c'est-à-dire d'une souveraineté monétaire française, ne peut pas se faire sans le CFA. Donc il s'agit de déclarations démagogiques et à l'emporte-pièce. Qu'est-ce qu'elle dit Marine Le Pen également? Elle dit qu'elle veut que toute l'immigration en provenance du Sud, et notamment du Sud du Sahara, à l'exclusion de l'Europe, parce que l'immigration venant de l'Europe est saine, elle est bonne, elle est acceptable, mais l'immigration venant du Sud du Sahara doit être stoppée et ramenée à 100 000 personnes par an. Comment pouvez-vous concevoir qu'avec les flux migratoires que créent justement les rapports qu'elle veut maintenir entre la France et l'Afrique coloniaux, qu'elle veut maintenir entre la France et l'Afrique, c'est-à-dire le maintien des bases, le maintien de tous les accords de coopération des années 60. Comment veut-elle en même temps empêcher les exilés économiques qui fuient la situation
créer, par suite du maintien de ces rapports, comment elle veut les empêcher de venir en France? C'est la raison pour laquelle ce sont des gens qui nous disent restez en Afrique, mais en même temps, ils prennent toutes nos richesses, ils pressurent et ils prennent tout ce qu'ils ont à prendre. Et en même temps, ils nous font des sourires pour nous dire qu'ils nous aiment. Donc, cette hypocrisie, il faut que ça cesse. En même temps, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit même les enfants d'immigrés ne seront plus scolarisés. Vous vous rendez compte? Si les enfants d'immigrés ne sont plus scolarisés, ça veut dire qu'un des droits régaliens de l'État français, qui est le droit à l'étude et à l'instruction, est nié pour les enfants de Noirs africains. C'est dans le programme noir sur blanc. Elle dit qu'elle va empêcher également les sans-papiers de bénéficier de soins. J'attire votre attention sur le fait que les soi-disant sans-papiers, ce sont des gens qui souvent payent les impôts. Certains sont en France depuis 12 ans, on refuse de régulariser leur situation administrative. Il suffirait simplement d'un décret préfectoral pour qu'ils accèdent à la carte de séjour. Mais par contre, on les harcèle pour percevoir les impôts. Ces gens-là payent les impôts, ils contribuent à la richesse de la France. Mais qu'est-ce que Marine Le Pen dit? Elle dit non seulement elle ne veut pas que ces gens-là soient régularisés, mais elle veut les mettre au même niveau que des clandestins. C'est-à-dire des gens qui ne sont fichés nulle part, qui ne sont pas connus de la République. Voyez. Donc je qualifie le programme de Marine Le Pen de véritable régression. Et véritablement une régression. Et je pèse mes mots, c'est un programme discriminatoire. C'est la raison pour laquelle, en tant que panafricaniste, je ne saurais cautionner un tel programme, et a fortiori appeler à voter pour une personne qui nie même le droit des miens à pouvoir se regrouper. Elle interdit tous les regroupements familiaux quand il s'agit des gens venus de l'Afrique. Voyez? Donc voilà quelques éléments qui doivent nous permettre de réfléchir. Je n'entre pas dans d'autres considérations mesquines qui sont contenues dans le programme. Donc j'en conclus que les individus qui se déclarent sur Facebook, les blacks de Marine, etc., n'ont pas lu son programme et sont tout simplement politiquement incultes. J'en viens maintenant à la situation de la résistance elle-même. Comme vous le savez, le président Gbagbo a reçu à La Haye Miaka Oureto, qui est donc le représentant du Front populaire ivoirien. Lorsque Miaka Oureto est sorti de l'entretien avec le président Gbagbo, il a d'abord dit que le président Gbagbo était très heureux du soutien des Africains. Monsieur Oureto, la vidéo circule partout, on peut la voir sur YouTube. Monsieur Oureto cite nommément quelques personnes, notamment Madame Karis Béala, qui a pris position ici sur tous les médias pour défendre la Côte d'Ivoire et la Libye. Ensuite, Charles Onana, dont l'ouvrage Le coup d'État a permis justement à l'opinion politique française et internationale de consulter véritablement le dossier par-delà la désinformation ambiante. Mais il a également parlé, et ça, François Guina et d'autres, le responsable de l'UMAD et d'autres le savent parfaitement, il a parlé de tous les autres panafricanistes qui sont montés au créneau, notamment David Gakounzi et nous-mêmes qui parlons. Donc, cette question est très importante parce que ça veut dire que pour le président Gbagbo, la résistance est aujourd'hui un facteur essentiel pour infléchir le cours des événements. C'est quoi le cours des événements? C'est le spectre de la recolonisation de l'Afrique. Au cours de son dernier séjour en France, le préfet Ouattara a signé un certain nombre d'accords, qui sont des accords qui renforcent encore les accords de défense signés Nagueba-Oufoué, en pérennisant la présence de troupes étrangères sur le sol ivoirien. Mais un des aspects que les gens n'ont pas souligné, c'est qu'il a bradé les sociétés d'État de la Côte d'Ivoire. Il a littéralement mis le cacao sous curatelle du MEDEF. D'accord? Face donc à cette situation, nous pensons que la question la plus importante aujourd'hui, c'est la question de la cohésion et de la solidarité de la résistance. Et donc c'est sur ça que je vais finir, en disant que le cri panafricain est né précisément
en réaction à ce déni du droit international qu'est le principe de la souveraineté universelle des États et aussi du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est en vertu de ces deux principes, le principe de la souveraineté universelle des États reconnu par l'ONU et le principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, que cette résistance s'est faite. Et donc, la résistance dont on parle, il faut qu'elle soit structurée. En d'autres termes, il faut déjà que les contre-SMS, les invectives, les querelles de leadership, toutes les autres formes de mesquinerie auxquelles nous sommes accoutumés, n'est-ce pas, cessent. Cela veut dire qu'il faut une charte de non-agression entre résistants. Il faut un pacte de solidarité. Et ce pacte de solidarité ne doit pas concerner seulement les leaders ou les leaders d'opinion, les leaders des différentes organisations de la résistance. Ça doit concerner aussi leur base. Il faut mettre un terme à l'autodestruction. Parce qu'une des stratégies les plus efficientes de ceux qui veulent nous affaiblir, c'est l'art de pouvoir organiser notre désorganisation. Ce sont des gens qui sont passés maîtres dans l'art d'empêcher les Africains de s'organiser. Et ils ont plus d'une ficelle. Ils ont plus d'une corde à leur arc. Donc il faudrait que nous soyons vigilants. Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, sur des questions, et comme les questions simplement d'ethnie, hein, certains slogans tendent à stigmatiser des groupes entiers. Hein. Quand on dit le Mossi Draman, est-ce que le fait d'être Mossi, maintenant, ça veut dire être un traître? Hein? Quand on dit Burkinabé, est-ce que ça doit être un traître? Mais est-ce que Thomas Sankara n'était pas burkinabé? Hein? De la même façon, quand on dit les Tutsis, là, tout le monde croit que les Tutsis sont nos ennemis. Ce que nous voulons, c'est la création des États-Unis d'Afrique. Pour créer les États-Unis d'Afrique, ce qui est l'objectif final, n'est-ce pas? Pour créer les États-Unis d'Afrique, il faut que toutes les ethnies africaines vivent en symbiose et en harmonie. Il faut donc en finir avec les discours de stigmatisation sur des bases confessionnelles ou ethniques. Il faut également reconnaître que nos frères de confession musulmane, de confession chrétienne, etc., ne sont pas a priori nos ennemis. Ce n'est pas parce que nous nous réclamons, et c'est de notoriété publique en ce qui nous concerne, de la religion ancestrale des Noirs d'Afrique, qu'est la religion d'Osiris, que nous devons dénier aux autres le droit d'avoir leur confession. Par contre, il faut établir avec eux un dialogue interconfessionnel fécond, constructif. Il faut discuter avec eux pour qu'ils ne renient pas leur héritage spirituel ancestral. C'est ça le travail de pédagogie que nous devons faire et que Cheikh Anta Diop nous a demandé de faire. Donc, en résumé, nous devons soutenir tous les mouvements de résistance, mais les mouvements de résistance ne doivent pas avoir pour porte-étendard le soutien à des forces politiques ennemies de l'Afrique qui ne sont pas d'accord avec nos valeurs. C'est donc sans réserve que nous condamnons ceux qui font de la manipulation politique parce qu'ils ont fait des choix individuels. Ils écrivent partout que la communauté congolaise ou la communauté ivoirienne appelle à soutenir Marine Le Pen. J'appelle ça de la machination et de la manipulation politique. Il faut qu'on en finisse avec la machination et la manipulation politique. Que chacun assume ses choix individuels, mais de grâce, il faut laisser les Africains étudier les programmes des uns et des autres et se déterminer objectivement en fonction de leurs propres intérêts. Je voudrais dire, enfin, combien cette solidarité entre Africains, incarnée par le cri panafricain, combien l'émergence du MAF, combien le leadership de Res Kazadi, le leadership d'Abel Naki, le leadership de Zab Krasso, le leadership de Mme Christine Zekou, hein, le leadership de Mireille Saki, j'espère n'oublier personne. J'ai parlé de M. Guina tout à l'heure, mais je dois parler également de tous les autres frères et sœurs qui se sont battus, Willy Blah et autres, qui se sont battus et qui continuent à se battre.
je leur demande, et c'est mon appel, de converger ensemble. Je parle également de mon ami Kirman Yaouré. Je leur demande de se mettre ensemble pour pouvoir bâtir, comme naguère ici, le Conseil national de la résistance, un véritable programme commun. Et il faut adhérer à une charte des valeurs, un pacte de non-agression. Il faut créer les conditions maintenant d'un véritable dialogue entre tous les résistants pour que le président Gbagbo soit libéré. Parce que cette année 2012, il faut que le président Gbagbo soit libéré et que la Côte d'Ivoire recouvre tous les attributs de sa souveraineté. Et c'est pour cela que nous nous battons. Mais cela ne concerne pas seulement la Côte d'Ivoire, la RDC également, où il y a une situation de non-droit. Tous les pays africains où l'homme noir est aujourd'hui opprimé, mais cela concerne également nos frères de la Guadeloupe. Je pense au LKP et à son leader, Elie Domota. Cela concerne tous nos frères du Brésil, tous nos frères d'Haïti, que je salue. Les dignes successeurs de Anténor Firmin, de Benito Sylvain, de Toussaint Louverture, de Jean-Jacques Dessalines, etc. Et je voudrais, pour finir, citer le professeur Cheikh Anta Diop, puisque nous célébrons le 26e anniversaire de sa disparition. Dans son ouvrage intitulé « Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique », le professeur Cheikh Anta Diop disait ceci, et je vais donc conclure sur cette citation qui est pour moi aussi un appel à l'engagement. Il disait, je cite, « Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique, à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Ici, sans chez lui, il n'y a point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sénite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur fécondité qu'en s'orientant vers la vallée du Nil. Réciproquement, l'égyptologie ne sortira de sa sclérose séculaire, de l'hermétisme des textes, que du jour où elle aura le courage de faire exploser la vanne qui l'isole doctrinalement de la source vivifiante que constitue pour elle le monde nègre. Je salue tout le monde, je dis Hotep, je dis Mbote, je dis Akou, je dis tout, je dis dans toutes les langues. Et il faut que les Africains comprennent maintenant que dans l'horizon tracé par Cheikh Anta Diop, dans le projet du MAF, à travers le CRIP panafricain, ses idéaux du départ, et tout cela, il y a en filigrane un seul objectif. Cet objectif, c'est la rédemption de l'homme noir et le recouvrement de sa dignité. Parce que seule la dignité permet à l'homme de s'élever vers la divine condition. C'est ce que disait un de nos aînés, Amadou Ampateba, que vous connaissez tous, dans l'aspect de la civilisation africaine. Je vous remercie et je vous dis bonne et heureuse année 2012. Merci.